Invité de Soir 3, le ministre de la Défense, Paul Quilès, au moment où les députés viennent d'adopter son budget pour 1986. Une machine électronique à traduire en vente bientôt, le test de Soir 3 n'est pas exactement concluant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour commencer ce journal, un petit tour dans les coulisses de la course autour du monde partie le 28 septembre de Portsmouth. Le seul bateau français, l'Esprit d'équipe, est premier au classement général après l'arrivée de la première étape au Cap. 37 jours en mer. Lionel Péan, le skipper du bateau, nous raconte quelques moments forts de cette traversée. Le grand moment, c'est le poteau noir, c'est cette fameuse zone entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud où les vents se rencontrent, qui sont une zone très perturbée, très nuageuse, avec des grains monstrueux et des orages fabuleux. Et pour nous, ça a été vraiment, disons, un passage assez marrant. On a eu une nuit complète d'éclairs violents, comme des flashs permanents, sans aucun son. Pas de rencontre particulière, pas de sirène, pas de baleine. Je crois qu'on a tout résumé dans les dernières 24 heures. La dernière nuit, on est descendu en dessous de la moyenne nécessaire pour battre Phillips. Et ça a été le stress complet. Il y avait le silence complet dans le bateau. Le seul bruit qu'on entendait, c'était la calculatrice qui comptait les milles pour savoir si on était dans la moyenne ou pas. Et au lever du jour, le vent est rentré et quelques heures après, on passait à côté d'un couple de baleines à bosse qui est assez rare et qui était au moins aussi grand, voire plus grand que le bateau, et qui sont passés à 5 mètres du bateau en sortant juste l'œil pour regarder. C'était vraiment une image superbe. Et sur le bateau même, pas de problème entre équipiers? L'équipe a été longue à former parce qu'il fallait réunir un groupe très performant techniquement et puis humainement capable de fonctionner ensemble. Et moi je suis vraiment très content aujourd'hui parce qu'ils s'entendent parfaitement bien. L'objectif commun les motive à fond. Pas de tête de Turc? On a totalement évité ce phénomène-là. Je les ai fait travailler avec les gens du Crécy à Rennes, qui les ont pris en motivation pendant une journée, qui leur ont fait comprendre un peu l'inconvénient de la tête de Turc. Ça a peut-être des avantages momentanés, mais à terme, c'est quelque chose d'agressif pour l'ensemble du groupe. Et ce système est bien rentré dans leur fonctionnement, et on a évité cette démarche-là, et ça s'est vraiment remarquablement passé. Vous avez mangé beaucoup de poissons pendant ces 37 jours de traversée? Ah, ça c'est... On n'a pas mangé de poisson frais parce qu'on n'avait rien pour les pêcher. On avait quand même emmené un fusil à harpon pour le poteau noir s'il y avait des calmes et des thons, mais on n'a pas eu ni calme ni thon à cet endroit-là. Et par contre, on a mangé 60% de notre alimentation est à base de poissons, mais déshydratés. Traditionnelle cérémonie du 11 novembre en France aujourd'hui. À Paris, le chef de l'État a présidé la cérémonie de l'Arc de Triomphe. 3 vieux soldats serbes, tous nonagénaires, étaient là, symbolisant le caractère mondial de la Grande Guerre. En fin de matinée, le président Mitterrand a rendu visite aux grands blessés de guerre, aux invalides, des grands blessés des 2 guerres mondiales, mais aussi de l'Indochine, de l'Algérie et des casques bleus blessés au Liban. L'Assemblée nationale vient de voter le budget de la défense pour 1986. Seuls les socialistes l'ont adopté. C'est traditionnellement le budget le plus polémique. La principale difficulté étant celle des inévitables choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. Pierre Babet nous en donne quelques exemples. Peut-on tout à la fois financer ceci, l'arme nucléaire, et cela, les forces conventionnelles? Si oui, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes kaki. Sinon, eh bien sinon, peut-on faire un peu des deux sans sacrifier la crédibilité de l'un à l'efficacité de l'autre? Finalement, de quelque côté qu'on l'appréhende, le débat sur la défense se réduit inévitablement à cette alternative toute simple. Trop simple? Peut-être, mais elle a pour elle le mérite de clarifier ce que les polémiques s'ingénient à compliquer. Un exemple, le plus récent, le plus schématique et aussi le plus révélateur, les chars de combat. Dépasser nos bons vieux AMX-30? Oui, si on les compare à ce qui se fait de mieux en la matière, les léopards allemands. Non, si on replace leur utilisation dans une doctrine beaucoup plus vaste que la simple bataille de l'avant, qui n'est après tout qu'une hypothèse parmi d'autres. Un autre exemple, la force d'action rapide. Certaines voix, politiques, voire militaires, avaient douté de sa pertinence. Mais aujourd'hui, c'est une réalité opérationnelle que certaines armées occidentales s'apprêtent même à reprendre à leur compte. La réalité, justement, c'est que face à une demande au coût exponentiel, il faut bien choisir, certains diront même trancher brutalement.
Et bien entendu, la transcription budgétaire de ces choix alimente la bataille politique. Rien de mieux que les questions de défense pour faire ressortir les grands principes, indépendance, liberté, souveraineté nationale. Mais si au bout du compte, on se trompait de débat, comme certains se sont trompés de guerre. Un seul et dernier exemple, la guerre des étoiles. Les Américains vont durcir leurs boucliers et par conséquent les Soviétiques leur glaive nucléaire. Que deviendra alors notre force de frappe nationale? Ne devra-t-elle pas elle aussi se durcir? Si oui, il faudra choisir à nouveau entre ceci, l'arme nucléaire, ou entre cela, la force conventionnelle. Sinon, eh bien sinon, tout sera à nouveau pour le mieux dans le meilleur des mondes kaki. Monsieur Quilès, bonsoir. Une puissance moyenne comme la France n'est-elle pas condamnée à faire des choix, donc des impasses? On fait toujours des choix. Faire de la politique, c'est faire des choix. C'est aussi gouverner, c'est aussi prévoir l'avenir. Et tout cela se retrouve dans la politique de défense. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, vous avez montré des images du souvenir. J'étais ce matin avec le président de la République sur la place de l'Étoile, ensuite à l'institution des Invalides. On a vu quelques images. Et la guerre, ça n'est pas simplement l'évolution de chars, d'avions, c'est aussi l'autre face, les morts, les destructions. Et il passait tout à l'heure sur votre chaîne un film qui rappelait tristement cela. Eh bien, je crois qu'il faut, quand on est ministre de la Défense, je dis ministre de la Défense parce que ce matin, un ancien combattant décoré m'a appelé ministre de la guerre, se souvenant d'il y a 50 ans, on était ministre de la guerre. Ministre de la Défense, c'est préparer la paix. Et pour préparer la paix, il faut montrer qu'on est capable de faire la guerre. Et pour faire la guerre, dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'on n'est plus en 39-40 et on n'est plus en 14-18, il faut tenir compte des technologies modernes. Technologie moderne, c'est le nucléaire, la dissuasion nucléaire. C'est la capacité d'intervenir rapidement sur des théâtres extérieurs, comme l'on dit. C'est l'Afrique, c'est les départements, territoires d'outre-mer pour défendre nos ressortissants, c'est partout où nous avons des intérêts dans le monde. C'est cela, les choix que nous avons faits avec la force d'action rapide dont on vient de parler dans votre reportage, et c'est également la dissuasion nucléaire pour laquelle nous consacrons une somme importante. Monsieur Quilès, monsieur Gérard Arnold a tort de vous reprocher de faire l'impasse précisément notamment sur les blindés, en faisant remarquer que ces blindés, les AMX-30, ont au moins une génération de retard par rapport à ceux de nos alliés ou de nos éventuels adversaires. Ce général a tort de parler en public de choses qui doivent rester en discussion dans l'armée. Moi, j'ai rencontré plus de 40 généraux et amiraux depuis que je suis en service. Je vais y venir. J'ai rencontré des généraux, des amiraux, je les écoute, j'écoute leurs problèmes, je connais les problèmes des différentes armées, l'air, la terre, la marine. Voilà pour la forme. Sur le fond, le vrai problème, nos chars sont-ils démodés? Essayons quand même de réfléchir à ce que serait une guerre, ce que nous ne souhaitons pas, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, mais s'il y avait une guerre en Europe, ce ne serait probablement pas une guerre de chars. Et en tout état de cause, nous, Français, nous ne serions pas en première ligne. Nous sommes dans l'Alliance Atlantique, mais nous ne sommes pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Rappelez-vous, c'est le général de Gaulle qui en est sorti, et nous avons maintenu cette ligne-là. Donc, il n'y aurait pas une grande guerre de chars, d'affrontements, tels que certains l'imaginent. Ça, c'est se tromper de guerre, comme le disait tout à l'heure votre reportage. Nous avons des hélicoptères. La force d'action rapide inclut des chars légers et des hélicoptères qui sont les meilleures armes anti-chars que l'on connaisse actuellement. Donc, il ne faut pas se tromper de guerre. Nos chars AMX-30 ont été modifiés entrer dans les détails techniques, ce qu'on appelle AMX-30B2, avec des dispositifs modernes, télémètres laser, visibilité nocturne, et nous préparons le char futur qui sera prêt en 89-90, qui celui-là démodera les anciens chars auxquels on est en train actuellement de comparer nos chars. Monsieur le ministre, le RPR, par exemple, vous reproche aussi d'avoir sacrifié une partie du nucléaire, qu'il soit stratégique ou tactique d'ailleurs. Bon, vous savez, il critique une chose un jour, il critique une autre chose le lendemain, et j'ai entendu aussi le président du RPR dire qu'on n'avait engagé aucun programme majeur d'armement depuis 4 ans. Je lui ai envoyé hier par le courrier, après lui avoir dit à l'Assemblée nationale, mais il n'était pas présent, l'ensemble des programmes qui ont été lancés depuis 5 ans. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant, et cela montre quoi? D'abord qu'il y a des besoins d'investissement pour avoir une armée moderne, il faut penser à l'avenir, et aussi qu'en matière d'armement, à partir du moment où on prend une décision
Et entre le moment où on prend une décision et le moment où le matériel est opérationnel, il se passe une dizaine d'années. Et ce que nous avons fait, nous, au cours de ces 5 ans, c'est d'essayer de rattraper le retard qui avait été pris dans les précédentes années, notamment en matière de chars. Et dans l'espace, Monsieur le Ministre, nous avons les moyens, nous, Français, de faire la guerre également, ou de préparer? Vous avez raison de poser cette question. L'espace, c'est déterminant, c'est l'avenir. Nous ne sommes pas pour la guerre des étoiles du président Reagan, qui, à mon sens, commet une erreur. Parce que l'espace doit rester civil. À partir du moment où on va installer dans l'espace des satellites tueurs, des satellites destinés à démolir les missiles, on ne sait pas où on va. On crée une situation instable. Mais il faut que nous utilisions, nous, l'espace, c'est ce que nous allons faire, et nous l'avons programmé dans le budget, pour avoir des satellites de télécommunication, pour pouvoir communiquer avec le monde entier, pour nos armées, et des satellites d'observation. Voilà ce qu'est actuellement notre programme spatial. Monsieur Quiles, je vous remercie. Marier l'utile à l'agréable, sortir l'art de ses ghettos pour le rendre plus quotidien et donc en profiter davantage, c'est le propos de ce que l'on nomme le design. Ça a été le thème d'une exposition qui vient de se tenir à Paris, Art et Industrie, où la rencontre des créateurs et des industriels. Luc Espier l'a visité. En fait, moi je suis arrivé ici un peu par hasard. Je viens de Suisse, je suis en visite à Paris. Gigi Ashwood, Herbert von Vogelsang, Prince de Fribourg et Treyer, Raymond Hollis, Lola Herzberg. Ce créateur d'hypnose ressassant son discours temps fort mais gratuit de l'exposition Art et Industrie est l'œuvre d'un homme qui actuellement, tout comme ses confrères, se vend mieux à l'étranger qu'en France. Sa profession, designer, un mot anglais bien sûr. Si nous devions risquer une traduction, nous dirions dessinateur ou dessineur. Son but, faire vendre, son moyen, dessiner fonctionnel et dessiner mode. Prenons par exemple ce bidon d'huile. Il est élégant et son bec en trompe d'éléphant vous évitera de verser à côté. Il est assez cher, 80 francs, mais il se vend très bien, merci pour lui. Ce fauteuil anti-vandalisme doté d'une structure à l'épreuve des lames doit bientôt équiper RER et train. En mobilier de bureau, on peut voir ses réalisations, lauréates du concours lancé par le ministère de la Culture en 83. L'État s'est porté garant de commande publique pour un montant de 78 millions de francs, mais sans engagement formel dans le temps. Il paraîtrait que certaines administrations traîneraient quelque peu. Nous avons senti que ce n'était pas seulement un nouveau concept pour un mobilier système, mais que c'était un concept en faveur d'une nouvelle organisation du travail du tertiaire. Pour moi, cette exposition elle est très symptomatique et symbolique de toute notre société de consommation. Voilà donc pour l'apport de l'art dans des domaines où vous ne l'attendiez pas nécessairement. Reste que dans la mode comme ailleurs, et nos voisins transalpins l'ont compris depuis longtemps, l'avis du ministère est que... En fait, la culture fait vendre, on va dire les choses d'une façon la plus triviale qui soit. C'est important que l'industrie fasse appel à la culture parce que l'industrie en est meilleure. Reste que cette exposition donne aussi à voir sur tous les terrains de la création et à 2 pas du musée de l'homme. Vous prenez date par rapport à l'histoire? On va dire je prends date et qu'en même temps, j'ai un certain sens de la relativité. Des productions d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, les enfants, comme vous avez filmé tout à l'heure, ils en auront juste par-dessus la tête de cette société de consommation. Mais regardez monsieur, c'est votre enfant et il vous parle. Alors que son aîné, le créateur vedette de cette exposition, montre du doigt son rival de toujours. Il n'est pas de domaine que l'électronique n'investisse. On va bientôt trouver sur le marché une machine à traduire de poche. Elle est supposée remplacer le dictionnaire que vous emportez en voyage quand vous ne parlez pas la langue du pays. Véronique Bonnet l'a fait essayer à Jean-Loup Chifflet, auteur d'un guide humoristique de l'anglais courant, joliment intitulé « Sky My Husband », « Ciel mon mari ». L'expérience faite a été assez peu convaincante. La machine peut arriver à vous faire dire, par exemple, « Ces nouvelles chaussures lui font mal aux yeux ».
Voici la première traductrice électronique de poche. Sa mémoire possède 8000 mots, 4000 en français et 4000 en anglais, sélectionnés pour la conversation courante. Elle traduit mot à mot en tenant compte des formes irrégulières et peut stocker 16 couples de mots difficiles. Enfin, elle sait tester les connaissances de son utilisateur, mais avant de tester le savoir de Jean-Loup Chifflet, nous allons avec lui mettre cette machine à l'épreuve. Il a 50 balais. Prenez la machine et dites-moi comment vous traduisez ça. Alors, je prends la machine. J'appuie sur traduction et j'ai la surprise, broum. Alors ça donne quoi? Il a 50 balais, ça fait? Alors, il a 50 balais. Si je prends à ce moment-là mon livre, je vois he has 50 broom. Ça, c'est ma traduction à moi, ce que j'appelle la traduction Sky. Mais vous avez aussi la vraie traduction, la traduction des professeurs pour les élèves, he is 50. Les limites de la machine, c'est qu'elle fait du mot à mot. Elle fait du mot à mot et elle ne donne pas d'expression. C'est donc, je pense que la machine et ce livre sont parfaitement complémentaires. Alors essayons le mot d'au-dessus, par exemple balader. Balader. Balader, non, je n'ai pas balade. Je n'ai pas baladeuse parce que je passe directement du ION. Donc bien qu'il y ait 4000 mots en français et 4000 mots en anglais, il y a quand même des trous. Par contre, si je prends mon livre, je vois qu'il se trouve au-dessus de balai. Balader, to go for a walk. C'est peut-être aussi parce que l'expression est peut-être un peu longue, elle ne rentre pas dans la machine. Elle rentre dans mon livre. Alors moi j'ai choisi une expression au hasard, il a les mains baladeuses, he has the hands going for a walk, ce qui est plutôt amusant. Par contre j'ai, et là encore je rassure les professeurs, he has wandering palms, ça veut dire il a les mains baladeuses. Je ne crois pas que cette expression soit employée couramment en anglais par nos amis de la perfide Albion. Cette machine aussi permet de tester le vocabulaire des gens en anglais ou en français. Alors je vais vous tester. Connaître. Connaître. To know avec un K comme kno. Moi j'aurais dit kno, mais je crois qu'on dit no. To know, normalement c'est le premier sens qui vient de connaître. Et alors là ils mettent be acquire. Ah oui, c'est connaître la connaissance. Moi j'ai pensé à connaître, j'ai pensé à connaître quelqu'un, be acquired, c'est la connaissance. Elle est très littéraire. C'est une machine formidable. Moi, je trouve que ce sont des gens formidables. Je crois que c'est une machine extraordinaire. Un peu érudite tout de même. Un petit peu érudite, mais je crois qu'effectivement, il devrait y avoir un petit truc pour essayer de définir quel est le sens exact du mot qu'on cherche au départ. Mais ceci étant, je dois dire que je crois que c'est pas plus mal qu'elle soit érudite parce que ça permet d'apprendre des mots plus compliqués que ceux qu'on connaît d'habitude. Où va-t-elle aujourd'hui? Que portait-elle hier à dîner? Quelle est la couleur de son chapeau? Vous êtes invité, vous? Voilà l'essentiel des conversations du tout Washington depuis 3 jours. De qui parle-t-il? Mais de son Altesse, la princesse Diana, en voyage pour quelques jours aux États-Unis. Francine Raymond retrace les grands moments de l'événement le plus mondain qu'on ait vu depuis longtemps à Washington. S'ils affichent des sourires aussi épanouis, c'est parce que eux, ils ont eu leur carton d'invitation. Ils font partie des rares privilégiés invités aux 3 dîners de gala offerts en l'honneur de Charles et de Diana. L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington a failli perdre son flegme. Il a reçu tellement de coups de téléphone de sollicitations qu'il a fait savoir que le meilleur moyen de n'être pas invité était bien de téléphoner pour savoir si on l'était. Tous ceux qui, de près ou de loin, devaient côtoyer le prince et la princesse pendant ces 3 jours ont reçu la visite discrète du porte-parole de Buckingham, histoire de donner quelques rudiments de protocole princier. Ainsi, on a appris que nul n'est tenu de faire la révérence aux héritiers de la couronne d'Angleterre. Nancy Reagan a retenu la leçon. Elle a gratifié Lady Di d'une vigoureuse poignée de main. Pendant 3 jours, la capitale des États-Unis n'a eu Dieu que pour la princesse de Galles, son élégance, son sourire et ses qualités photogéniques. Ce qui a fait dire avec beaucoup d'humour au prince Charles, ils sont tous venus pour voir mes nouveaux vêtements. En fait, la raison officielle de la venue à Washington du couple princier était l'exposition des trésors des monarques britanniques à la National Gallery. Toujours dans le souci de susciter de l'intérêt pour les choses britanniques, le prince de Galles et son épouse ont inauguré aujourd'hui une vente promotionnelle de produits anglais dans un grand magasin. Au championnat du monde de gymnastique à Montréal, les soviétiques monopolisent le podium, aussi bien avec les hommes qu'avec les adolescentes au corps de petites filles. On remarque aussi les Chinois, les plus inventifs, créant toujours de nouvelles figures. Michel Drey. Une grande première avec le Chinois Lu Yun. Il nous propose une figure toute nouvelle au saut de cheval. Pour le plaisir, le Français Laurent Barbieri, médaille d'argent. Seul médaillé de l'Europe de l'Ouest.
À la barre fixe, le chinois Tongfei est le plus fort. Et admirez l'originalité de la sortie, 9,95. Chez les jeunes filles, Kerten Dagmar, révélation de ces championnats du monde. Rapide, légère, belle technique dans tous les lâchers. Tenue de corps étonnante, 1,48 m et 36 kg. Et pour finir, Mademoiselle Oksana Omelganchik, le programme le plus riche au point de vue technique. À 15 ans, une gymnaste de grand talent. Les résultats du tiercé de Saint-Cloud, la combinaison gagnante 3, 11, 10 rapporte pour 5 francs dans l'ordre 12 135 francs, dans un ordre différent 1963 francs 50. Le temps demain, pour terminer, sur la moitié nord, les premiers flocons de neige feront leur apparition. L'après-midi sera plus clémente. Sur les côtes de la Manche, pas de neige, mais de la pluie. Sur la moitié sud, beau temps avec un peu de mistral. Les températures seront assorties à la couleur du ciel. Vos deux rendez-vous avec Soir 3 demain, première édition 19h, Richard Tripot. Nous avons rendez-vous à 22h. Dans quelques instants, boîte aux lettres. Avant de vous laisser feuilleter les livres avec Jérôme Garcin, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Le ministre de la Défense, Paul Quilles, à Soir 3, le budget 86 prépare l'avenir. Aujourd'hui, le ministre de la Défense n'est plus le ministre de la Guerre. Une machine à traduire de poche en vente bientôt. Soir 3 l'a trouvée trop littéraire et pas assez fidèle. En voyage aux États-Unis, Lady Di met en ébullition le tout Washington qui se bouscule pour la voir.